En 2002, Montréal a innové en créant son propre service d'ombudsman municipal. C'était une première au Canada. Il n'y avait aucune autre ville canadienne qui offrait ce service-là aux citoyens. 15 ans plus tard, ce service gratuit, accessible, est encore méconnu des Montréalais. On dit qu'il y a un résident de l'île sur 4 qui ne connaît pas l'Ombudsman de Montréal. Alors, je vous la présente, parce qu'en fait, l'Ombudsman de Montréal, finalement, c'est une femme, Joanne Savard. Bonjour. Bonjour. Bienvenue à notre émission. Très contente que vous soyez là. Donc, c'est quoi un ombudsman municipal? Un ombudsman, c'est le protecteur des droits municipaux des gens. Alors, c'est un recours qu'on offre de façon gratuite aux citoyens qui sont insatisfaits d'une décision de la Ville, qui pensent que leurs droits municipaux ne sont pas respectés, qui ont tenté de le régler, puis qui n'y arrivent pas et qui n'ont pas nécessairement les moyens d'aller devant les tribunaux pour régler les choses. Alors, c'est une équipe de 9 personnes qui va prendre le temps d'écouter et de comprendre, qui, au besoin, va se rendre sur place pour constater. Et surtout, c'est une équipe qui est complètement indépendante de l'administration municipale. Alors, on n'est pas lié par les pratiques passées. On n'est pas nécessairement lié par les interprétations réglementaires que la Ville fait des dispositions qui s'appliquent. Et donc, on peut, une fois qu'on s'est fait une tête, intervenir nous-mêmes au nom du citoyen pour régler la problématique, pour proposer des solutions, puis pour toujours être en processus d'amélioration continue de la qualité des décisions des services rendus par la Ville. Parce que des instances qui surveillent le travail des employés, des élus municipaux, il y en a plusieurs. Il y a le vérificateur général, il y a le nouveau bureau de l'inspecteur général. En quoi est-ce que votre travail, vous, de vérification ou de suivi est différent? Oui. Nous, on est vraiment sur deux aspects, sur la qualité des services et des décisions qui sont prises et qui affectent directement les citoyens. Le critère pour que quelqu'un vienne chez nous, c'est que ce soit un citoyen qui se croit lésé par une situation qui relève de la Ville. Et l'autre mandat qu'on a qui est assez particulier, vous savez qu'en 2006, la Ville est entrée en vigueur la Charte montréalaise des droits et responsabilités, dans laquelle la Ville s'engage, et ça lie les arrondissements, à respecter des valeurs fondamentales au sein de la Ville. Et ça lie même les élus. Et donc, de façon exceptionnelle, même si normalement on n'a juridiction que sur l'administration de la Ville, quand c'est en lien avec un engagement qui est pris dans la Charte, on pourrait intervenir même à l'égard de décisions qui ont été votées par des élus, ce qui est très, très exceptionnel. Donc, ça fait 15 ans que vous êtes en poste. 13. 13, oui, c'est 2003. Oui, c'est 2003. en 2016. Je suis arrivée en poste 2003. Vous en avez vu des choses, notamment tout ce qui s'est passé à l'Hôtel de Ville sous le règne de Gérald Tremblay, tout ce qui est sorti par rapport à la collusion, la corruption qu'il pouvait avoir à l'Hôtel de Ville de Montréal. Comment va Montréal, Madame l'Ombudsman, en 2016? Moi, je dis toujours que c'est très difficile pour un ombudsman de poser un diagnostic global parce qu'on ne voit que les plaintes. Hein? Quand quelque chose fonctionne bien, on ne le voit pas. Du point de vue de l'ombudsman, je peux vous dire cependant que même si les premières années ont été un petit peu difficiles, maintenant, quand on intervient auprès des services ou des arrondissements, dans la grande majorité des cas, on a une excellente collaboration des gestionnaires, parce que c'est avec eux qu'on transige le plus, mais au besoin, lorsqu'il faut aller chercher un petit peu d'appui des gens politiques, on a également une bonne collaboration. Ce que les gens ont compris à l'usage, c'est que c'est pas uniquement bon pour le citoyen. La raison d'être de la Ville, la raison d'être des services municipaux, c'est de donner les meilleurs services possibles. Et si on aide l'administration à améliorer ces choses, à mettre à jour une politique, à corriger une erreur, bien, c'est bon également pour l'image de la Ville. C'est également bon pour l'image de la Ville en ce sens que ça augmente la crédibilité de l'administration dans un monde où on sait que les citoyens sont un peu sinistres par rapport à tout ce qui est politique, du fait qu'on permette à quelqu'un qui est indépendant, qui est neutre et impartial, de regarder à nouveau un dossier, de se faire sa propre opinion et d'intervenir au besoin pour tenter de faire changer les choses. Pouvez-vous nous donner un exemple de choses que vous avez fait? Il y a eu au-dessus de 1800 plaintes en 2015 à votre bureau. On a fait même préparer des tableaux où on peut voir qu'il y a des arrondissements qui se plaignent plus que d'autres. Est-ce que ça veut dire que, par exemple, dans le plateau Montréal, les choses vont moins bien que dans Mercier, Hochelaga, Maisonneuve parce qu'il y a eu moins de plaintes? Est-ce qu'on peut dire ça? Non, on ne peut pas dire ça. Il y a des arrondissements qui, par leur nature, vont nécessairement générer plus de plaintes. Si je prends Pierrefonds-Roxborough et je compare avec Ville-Marie, avec Côte-des-Neiges, avec le plateau, où tu as une densité de population, tu as beaucoup plus d'édifices qui sont vieux, tu as du résidentiel qui côtoie du commercial, qui côtoie de l'industriel, tu as toutes les artères qui desservent les grandes institutions. Il est un peu normal qu'il y ait plus de problématiques qui surviennent dans ces arrondissements-là. Alors, dans tous les rapports que j'écris, je dis toujours qu'il ne faut pas faire de l'adéquation entre nombre de plaintes et mauvaise qualité de service. Et des fois, des arrondissements qui sont moins souvent sollicités par nos interventions,
n'ont pas développé le réflexe. Et des fois, ça peut être dans des plus petits arrondissements que ça peut être plus difficile des fois parce que les gens nous craignent encore. Ils ont l'impression qu'on est là simplement pour aller dénoncer ce qui ne fonctionne pas dans la ville. Alors que nous, on favorise beaucoup une approche de collaboration, une approche d'information et une approche d'accompagnement pour trouver des solutions aux problématiques identifiées. Mais ça, depuis 13 ans, vous avez dû le répéter, le répéter, le répéter. Parce que quand vous êtes arrivé en poste, ça n'existait pas, ce poste-là. Vous avez dû le créer, vous avez dû faire votre place. Est-ce que ça a été difficile d'avoir de la collaboration des employés, des élus? Parce que quand vous voulez régler un problème, il faut que vous travailliez ensemble. Vous ne pouvez pas le faire toute seule. Bien, au moment où le poste a été créé, c'est certain que la haute administration et les élus en place à l'époque y croyaient. Mais quand on intervenait plus particulièrement avec un arrondissement ou avec un service, il y avait une grande méconnaissance. Moi, je dis tout le temps que mes 2 premières années, là, ça consistait beaucoup à vendre le service à l'externe, mais beaucoup à le vendre à l'interne, que les gens comprennent que c'est pas l'ennemi, qu'en fait, on est un outil de plus qui leur est offert pour les aider à eux-mêmes faire mieux leur travail. Mais ça a été difficile. Et là, quand il y a des changements, il y a beaucoup de renouvellement de gestionnaires à la ville, il y a beaucoup de mouvements de main-d'œuvre. Alors, des fois, il faut recommencer. Régulièrement, il faut refaire des tournées, aller rencontrer les groupes. J'ai commencé, on a eu un projet nouveau, là. J'ai eu plus le faire une seule fois, mais aller rencontrer les gens, par exemple, à l'émission des permis, qui comprennent quel est notre rôle et aussi quel est leur rôle. Leur rôle est pas, et je comprends que c'est de faire respecter la réglementation, mais c'est pas juste d'identifier tout ce qui ne fonctionne pas dans une demande de permis. C'est peut-être un rôle d'accompagnement pour aider le citoyen à revenir avec un dossier qui, la prochaine fois, sera complet et répondra à toutes les normes, et en une seule fois, idéalement. Alors, on a beaucoup de travail à faire encore de ce côté-là, et je pense que ça finira jamais. 1800 plaintes, quand même, pour une ville qui a près de 1,8 million de citoyens, et où on prend aussi des plaintes des gens qui ne vivent pas à Montréal. Alors, quelqu'un qui est en banlieue, qui vient travailler à Montréal, on va prendre la plainte s'il fait affaire avec la ville. Un touriste qui utilise un service municipal peut se plaindre chez nous. Alors, ça nous fait quand même un grand bassin de plaignants potentiels. Je trouve qu'à 1800, c'est quand même relativement peu, même si c'était 300 plus que l'année précédente. Donc, service méconnu du grand public, service méconnu même de l'interne, à l'intérieur de l'hôtel de ville. Le tableau que je montrais tout à l'heure, on voyait les plaintes, puis on voyait les dossiers d'enquête. Donc, chaque plainte ne va pas nécessairement déboucher sur une enquête. Quels sont vos pouvoirs d'enquête, Joanne Savard? Qu'est-ce que vous pouvez réellement savoir pour régler un problème? Bien, j'ai pas les pouvoirs d'un juge, alors je peux pas contraindre officiellement et envoyer de subpoena. Mais la réglementation et la loi québécoise, la loi sur les cités et villes, prévoit qu'on a le droit d'exiger toutes les informations et tous les documents que nous jugeons pertinents. Alors, c'est nous qui décidons ce à quoi on va accéder. Et quand on pose des questions, les gens ont l'obligation de nous répondre. Je dois dire que pour aller à la recherche d'informations, honnêtement, ça fonctionne. Des fois, il faut pousser un petit peu plus. Des fois, on rencontre quelques poches de résistance, mais ça va généralement très bien. Ensuite, on fait nous-mêmes notre analyse. Il arrive des fois qu'on soit en différent avec le contentieux parce qu'on a des rôles complètement différents. Le contentieux, son rôle, c'est de donner l'heure juste, mais le droit, c'est souvent des zones grises. Alors, il peut très bien dire, bien, vous êtes dans la zone grise, mais ce que vous faites à la ville, ça se défend. Nous, on va arriver en disant, ça se défend peut-être, mais en 2016, les services citoyens, ça doit être mieux que ça. La ville a l'obligation de donner le meilleur service possible. On devrait favoriser une interprétation qui est la plus favorable aux citoyens. Et on m'a permis, il y a quelques années, de faire l'embauche de juristes. Donc, je suis maintenant autonome au point de vue juridique. Je peux aller chercher mes propres opinions juridiques, ce qui est très utile quand on veut argumenter qu'il y a lieu de changer une interprétation ou la façon d'appliquer les règles pour favoriser le plus possible les citoyens. Et votre pouvoir est un pouvoir de recommandation. Vous ne pouvez pas obliger nécessairement un fonctionnaire, un élu à changer sa façon de faire. Est-ce qu'habituellement, on suit vos conseils? Ça fonctionne très bien. 2015, il n'y a aucune recommandation qui a été émise par l'Ombudsman qui a été refusée. Et dans tous les autres dossiers où on avait trouvé un problème, on l'avait réglé. Vous savez que même quand on va chercher un jugement, le taux d'exécution effective d'un jugement de la Cour, c'est autour de 75 % Nous, on a un taux de réussite d'à peu près 98 à 100 % dépendant des années. Et l'avantage de n'avoir qu'un pouvoir de recommandation, ça nous permet de garder nos procédures simples. Parce que l'accessibilité au service, c'est un élément qui est fondamental aussi. Dans un régime où on peut ordonner, on est considéré comme un tribunal ou un quasi-tribunal. Et donc, on doit, en vertu de la Constitution canadienne, offrir un système contradictoire où les gens vont pouvoir s'interroger, se contre-interroger, et on perd tout le bénéfice d'avoir un bureau qui est comme le nôtre. Nous, quand la plupart des dossiers, on va les régler simplement en parlant au téléphone aux citoyens.
ne fera pas se déplacer. Si on n'a pas besoin de le rencontrer, à moins qu'ils ne sentent le besoin de le faire, on ne les déplacera pas. On peut faire une grosse partie de nos enquêtes uniquement par téléphone ou par correspondance. Comme je le disais, au besoin, on va aller constater sur les lieux. Et au bout du compte, quand on arrive à une interprétation, presque toujours on convainc. Et quand on ne convainc pas, la recommandation est émise et presque toujours appliquée. Alors, je pense qu'on est très, très, très efficace. En 2015, de quoi se plaignaient les Montréalais, Joanne Savard? Quelles sont les principales plaintes? Ouais. Les principales plaintes, c'est à peu près toujours les mêmes. Ça aussi, ça va avec le volume, le fonctionnement de la cour municipale, les constats de stationnement, toutes les problématiques relatives au stationnement, les travaux publics. Mais ce qui a été particulier en 2015, c'est qu'on a fait beaucoup de dossiers par rapport au service des finances. Il y avait quelqu'un, entre autres, qui s'était fait imposer une taxe d'amélioration locale pendant des années et en appliquant la prescription qui est prévue au Code civil, la Ville lui remboursait 3 ans. Nous, on a pu intervenir pour lui faire rembourser l'intégralité des montants payés, ce qui était à peu près 27 000 $ qui était important. Dans un autre dossier, on a pu intervenir pour permettre à quelqu'un dont le compteur d'eau était brisé de recevoir un remboursement sur une plus longue période. Alors, une autre personne qui a reçu à peu près 9 000 $ juste avant les actes. On fait beaucoup d'interprétations réglementaires. Ça, de plus en plus, pour justement dire, bien, je comprends que si on l'applique strictement, vous pouvez faire ça, mais à l'avantage du citoyen, ce n'est pas l'interprétation qu'on devrait retenir. Alors ça, c'est quelque chose de nouveau. C'est la première année qu'on avait autant de dossiers avec les services des finances, puis vraiment, on a eu de très bons résultats. Vous avez aussi le pouvoir, vous pouvez prendre certaines initiatives sans qu'il y ait nécessairement une plainte d'un citoyen. Vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui fonctionne plus ou moins bien. Vous pouvez vous-même décider d'aller de l'avant et d'essayer de régler, de trouver une solution à ce problème-là. Est-ce qu'en ce moment, vous avez certains problèmes dans le collimateur à la Ville de Montréal que vous souhaitez éventuellement régler ou rendre plus accessible? Bien, il y a des dossiers qu'on traite en constance. La question d'accessibilité universelle des édifices municipaux, on est là-dessus depuis des années. Ça s'est énormément amélioré. Pour les personnes en fauteuil roulant, etc. Pour tous les types d'handicap. Alors, et surtout pour sensibiliser les gens qu'un handicap, c'est pas juste des gens en fauteuil roulant. Il y a d'autres types d'handicap qui sont auditifs ou visuels, puis on veut qu'on prenne ça en considération aussi, même quand il y a des travaux. Alors, très souvent, quand on sait qu'il y a des travaux à des endroits, on va faire le détour, on va aller vérifier, on va faire des interventions. On travaille aussi sur l'accessibilité universelle de tous les grands chantiers à Montréal. Exemple, dans le quartier des spectacles, il y a une nouvelle phase qui s'en vient. Dans la première, il y avait eu des lacunes et ça coûte beaucoup plus cher de défaire et de refaire. Alors, on tente de travailler avec les gens en amont pour qu'ils y pensent au moment de faire la conception, pour que lorsque c'est annoncé, bien, ça bénéficie à tout le monde puis il n'y a pas de problème d'accessibilité. Ça, c'est des dossiers constants. La sécurité routière, la sécurité des pistes cyclables et particulièrement de certaines pistes cyclables au centre-ville, ça nous préoccupe. Il y a des enquêtes qu'on est sur le point de commencer parce que le règlement exige... lourds, notamment, là, il y a eu plein d'accidents l'été passé. Là. Les véhicules lourds. Naturellement, dans un contexte où il y a des réflexions partout à Montréal, il faut accepter cette réalité-là aussi, mais parfois l'implantation d'une piste cyclable dans une zone qui est déjà problématique et où il y a des travaux en plus, c'est peut-être pas le moment approprié. Alors, on regarde beaucoup ces questions-là parce qu'on est très, très préoccupé par la sécurité des citoyens de Montréal. Pour terminer rapidement, si un citoyen se sent lésé par l'entremise du site Internet, on peut aller soit par Internet par en téléphone, nous appelant, en nous écrivant, en nous envoyant un courriel. En fait, n'importe quel mode de communication qui peut être imaginé sera recevable chez nous. Il y a souvent des plaintes pour les délais de réponse. Votre délai de réponse à vous, comment ça va? Nous autres, les gens, maximum 24 heures, vont avoir un téléphone pour leur dire qu'on a reçu la plainte. Et généralement, dans les 2 jours, une lettre est envoyée avec le nom de la personne qui a été chargée de traiter le dossier et ils reçoivent généralement un coup de téléphone de cette personne-là avant de recevoir la lettre. Oui. On est pas mal efficace. Oui, je faut prêcher par l'exemple. Ben oui, je vois ça. 9 personnes, budget d'1 million, somme toute assez raisonnable. Merci beaucoup, Joanne Savard, d'être venue nous voir aujourd'hui. Ça me fait plaisir. Au revoir.